Dr Mitima, pour vraiment vos applaudissements. Merci. Comment vous arrivez, deux médecins, comment vous arrivez à ça? Voilà, je m'appelle Dr Mitima, je suis médecin. Le temps ne s'arrête pas, ça fait bientôt 23 ans que j'ai prêté serment et parmi les premières missions que j'ai eues en 2005, j'étais en charge d'un centre de récupération nutritionnelle au Niger qui pouvait aller jusqu'à 420 enfants. Et nous avons nourri, ressorti les enfants, on en a perdu beaucoup à l'époque et c'était un problème de sécurité alimentaire avec la sécheresse, etc. On ne parlait pas encore à l'époque de changement climatique, mais nous avons vite été rattrapés par ce qui était l'évidence que les pluies et les dérèglements ne nous aidaient pas. De ça, j'ai fait plusieurs missions, j'ai travaillé dans plusieurs organisations et la thématique qui revient souvent est une thématique où en Afrique, on n'a jamais assez pour nourrir nos propres enfants alors que nous avons une des plus grandes quantités de terres arables, de l'eau et du climat qu'il faut. Donc à un moment, il faut se poser la question, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour que cela change? Donc d'évolution en évolution, au lieu de soigner les symptômes, j'ai commencé à penser comment on pouvait soigner les causes. Et aujourd'hui, donc, je suis très heureux de revenir d'un petit trip qui m'a emmené à l'est du pays où j'ai vu qu'on a recommencé à produire du blé et j'ai vu comment on commence à transformer ce blé en farine, cette farine en biscuits et que ça ouvre d'autres industries. On a essayé tous les chemins pour trouver la voie qu'il nous faut pour nourrir cette planète et faire grandir l'agribusiness en RDC, en Afrique, au travers actuellement de l'African Agriculture Leadership Institute. Nous existons depuis pas très longtemps, ça fait bientôt 4 ans, et nous travaillons sur 3 sujets particulièrement. Le premier, c'est le conseil au pays en gouvernance agricole. Nous sommes présents au Congo, au Nigeria, au Kenya, et actuellement nous sommes en train d'ouvrir un bureau au Burundi. Et la principale action du Conseil au pays, c'est de voir comment on peut transformer drastiquement notre agriculture en améliorant la gouvernance des pays en ce qui concerne les différentes lois, les différentes procédures et autres politiques. Et la deuxième chose que nous faisons, c'est comment nous pouvons motiver de plus en plus le privé à s'investir dans l'agriculture parce qu'on a une très petite mobilisation de ressources des privés. On n'a pas suffisamment d'implication des banques et des investisseurs vers l'agriculture et un autre point qui est qu'on n'a pas suffisamment de liens entre le public et le privé pour avoir des résultats qui sont probants et les pérenniser. On a une sorte de fossé, les uns d'un côté, les autres, et donc là on essaye de faire le pont en ayant des bonnes gouvernances et de plus en plus d'accès au financement et de plus en plus de liens entre le public et le privé. On souhaite être le moteur de la promotion de l'agribusiness pour les jeunes et pour les femmes. Et donc concrètement, nous avons quelques projets dans lesquels nous avons soutenu la structuration et l'accès au financement de jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir dans la salle une de nos championnes, comme tu disais. Donc, Madame Régine Tika, je suis très heureux de vous voir et très fier de tous les résultats que vous êtes en train d'avoir. Le contexte de RDC, on le connaît. On nous rebâche les oreilles dessus, mais peut-être je vais vous le dire de façon différente. Nous n'avons que 10% de notre surface qu'on peut utiliser pour cultiver, ce qui montre que nous avons quand même un long chemin pour arriver à complètement développer notre potentiel agricole. La deuxième chose, c'est que, curieusement, ce que nous ne voyons pas, c'est que 60 à 70% de notre population est dans l'agriculture et qu'il contribue quand même pour 20% de notre produit intérieur brut. Et donc, on est encore très loin de cette grande quantité de personnes qui travaillent, qui pourraient aller encore à plus de revenus pour notre pays. Maintenant, c'est les choses qui sont un peu dommages. Nous importons plus de 70% de ce que nous mangeons et entre autres, nous avons il y a quelques années, je pense que c'était l'année dernière, importé pour plus de 200 millions de blé en RDC, presque 468 000 tonnes de blé. On a à peu près 105 millions d'habitants et on sera 150 millions en 2040. Si nous avons réussi à transformer notre population dans des gens qui font de l'agriculture, parce que la grande majorité de ces personnes-là seront entre 15 et 25 ans, nous aurons une des plus grosses forces ouvrières d'Afrique quand nous serons aux alentours de 2040. 80 millions de terres arables, c'est un marché promis et ça c'est maintenant le lien avec le Canada. Nous pouvons importer, nous pouvons échanger de la technologie parce que c'est un marché pour tout ce qui est semences et tout ce qui est fertilisant et tout ce qui est input pour la terre. Deuxièmement, nous avons une diversité
diversité climatique qui fait qu'on a la possibilité d'être rentable toute l'année. Ensuite, nous avons quand même quelques nouvelles innovations dans nos lois, notamment pour tout ce qui est l'accès à la terre. C'est en train de s'améliorer et normalement, on devrait pouvoir faire de l'agriculture de manière plus aisée. Et nous sommes les seuls avec ce potentiel possible de croissance agro-industrielle. Nous sommes à 2-3% de ce que nous pouvons faire en agro-industriel. Et imagine-toi si nous avons les bons partenaires, avec les bons partenaires congolais, nous pouvons attirer de bons partenaires et faire grandir ça très bien. Mais il y a quand même des choses qui sont faites pour améliorer le climat des affaires. Donc il y a la création de l'ANAPI qui a boosté le déploiement d'investissements. Nous avons au niveau de la loi de 2011 quelques avantages qui ont été mis en place. Et deuxièmement, il y a quand même les dernières années une grande augmentation des possibilités de financement. Rien qu'ici à Kinshasa, le projet Avenir, le projet PNDA, il y a différents projets encore, le PTA aussi, avec l'African Development Bank, il y a Transform. On a eu quand même la sensation qu'il commence à y avoir une volonté de pousser l'agriculture dans notre pays. Et pour terminer, au niveau des différentes banques, il y a de plus en plus des fonds de garantie qui sont mis en place pour booster les PME, mais l'agriculture en particulier. La présence d'Anser est aussi en train de changer les choses. Dans notre pays, on peut presque tout planter. J'ai regardé un peu le genre de partenaires qu'on pourrait avoir et il y a de très très bons partenaires. Ils sont les premiers exportateurs de blé dur et donc ils ont même une histoire avec la RDC que j'ai découverte quand j'étais à Louto. De 87 à 90, le Canada a soutenu ce qu'on appelle les CAPSA. Ça s'est arrêté avec le multipartisme, mais les infrastructures sont restées et le CAPSA de Louto est fonctionnel. Là, j'ai vu, ils ont produit des semences de pommes de terre, ils ont produit des semences de maïs et ils se proposent de nous accompagner dans ce que nous allons faire à la prochaine saison avec le blé. Donc, c'est de dire qu'il y a des possibilités de partenariat. Et si aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir des fertilisants qu'on utilise aujourd'hui seulement à 3 kg par hectare, on peut avoir de l'importation, mais plutôt de la production locale avec une bonne utilisation et qu'on peut arriver à 8 kg par hectare, nous pourrions tripler notre production actuelle de quel que soit ce que nous sommes en train de planter. Pourquoi Lubero? Parce que c'est une culture qui existait déjà là-bas dans les années précédentes et que les gens avaient abandonné progressivement. Et donc on s'est retrouvé quand même qu'il y a des personnes qui avaient encore peu âgées, qui se souvenaient qu'ils avaient fait ça. Et surtout, au CAPSA de Louto, ils le faisaient et ils le distribuaient dans toute la zone jusqu'à Kisangani. Donc c'est un endroit qui a le climat qu'il se faut. Ils ont basse altitude, moyenne altitude et haute altitude. Et selon le niveau, il y a de la rentabilité. Et nous, on a réussi avec les 350 bénéficiaires d'avoir une production qui est passée entre 0,7. On a réussi à avoir entre 1 et 2,4 tonnes à l'hectare. Je viens de faire une semaine là-bas, ils étaient en train de sensibiliser parce que nous nous sommes dit, si on a réussi avec 350, est-ce qu'on peut essayer de faire avec 3000? J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons réussi à faire quand même une base de données de plus de 3300 producteurs de blé qui vont être accompagnés maintenant. On ne va pas arriver aux 468 000 tonnes de blé cette année, mais au moins, nous allons commencer à avoir des gens qui commencent à produire parce qu'il y a des gens qui transforment. Et sur place, nous avons la chance d'avoir une entreprise qui a mis une usine de traitement du blé qui la transforme en farine. Et cette entreprise, elle a aussi, cette fondation, elle a aussi investi dans l'accès à l'énergie. Donc on a quelqu'un qui a compris, ils ont mis l'accès à l'énergie, ils ont mis l'accès à la transformation. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est d'encadrer 350 et bientôt 3000, de sorte à ce que nous puissions produire du blé localement. Et avec maintenant, ils ont ajouté une usine de biscuits. Donc on a même une transformation secondaire. Ça veut dire qu'on peut avoir une transformation en spaghetti, on peut avoir beaucoup d'autres choses. Et donc quand je regarde vers le promoteur de la semaine canadienne, il nous faut commencer à parler avec des partenaires, il nous faut commencer à regarder dans ce sens-là comment nous pouvons attirer des personnes pour le next step qui est plus de technologie pour les semences, pour avoir de bons rendements, parce que nous avons maintenant des gens qui peuvent utiliser la matière première que nous allons produire. La deuxième source ou le deuxième axe de possible investissement et d'opportunités
opportunités d'agribusiness en RDC, c'est tout ce qui est la transformation et la promotion des produits, la distribution, etc. Donc aujourd'hui, la plupart du temps, et ça j'ai malheureusement vu ça Kisantu, Banzangungu, les tomates qui sont produites là-bas arrivent en très petite quantité sur Kinshasa parce que le transport, parce que la conservation c'est compliqué. Donc au niveau de Lubero, ça c'est une usine qui peut traiter jusqu'à 50 tonnes de blé par jour. Et les 3 dernières années, nous n'avons même pas produit 400 tonnes pour toute l'année localement. Mais aujourd'hui, avec l'espoir que nous avons d'encadrer des coopératives, de les emmener à avoir un bon rendement, d'utiliser des bonnes techniques agricoles, nous pouvons arriver à ce que ces 3000 personnes, si elles peuvent toutes faire au moins 1 tonne par hectare de ce qu'elles sont en train de produire en blé, nous aurons déjà 3000, ce qui est déjà pas mal. Et nous allons progressivement avoir une meilleure chaîne de valeur, plus d'emplois qui vont créer un impact social au niveau des communautés.